Et salut tout le monde, petit message informatif avant de débuter cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, c'est très simple, vous commentez, vous partagez, vous likez comme d'habitude. Vous vous abonnez uniquement si le contenu de la vidéo vous plaît. Deuxième possibilité, vous pouvez lâcher un petit merci via l'option que vous voyez apparaître à l'écran en ce moment sur cette vidéo. D'enfin, dernière possibilité, vous pouvez souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'accéder en avant-première aux vidéos avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Allez, sur ce, bon visionnage. Et salut mes petits rougailles saucisses. Aujourd'hui, on va se retrouver, comme vous avez pu voir dans la description, pour une partie découverte de Mercurial, KS que j'ai reçu le mois dernier. Donc vous avez vu l'unboxing sur la chaîne. Il est temps maintenant d'essayer le mode solo. Donc avec cette version, j'ai deux modes solo. Le mode solo classique où il faut battre son propre score. Et le mode solo Challenger où on affronte une IA. Et l'avantage de ce mode Challenger, c'est qu'on peut jouer en coop contre deux IA ou jouer à deux contre une IA. Bref, le mode Challenger, l'IA se gère vraiment toute seule. Mais avant de faire ça, on va quand même parler des règles. Bien que je ne sois pas le plus doué pour ça, je me suis aperçu qu'on n'avait pas forcément de vidéos françaises qui parlent des règles de ce jeu-là. Donc ce que je vais faire, c'est que on va d'abord faire une mise en place une mise en place pour deux joueurs, par exemple, présenter les règles et les différentes actions que l'on peut faire, et après basculer en mode solo, refaire la mise en place pour le mode solo de la boîte de base où il faut battre son propre score, parce que la mise en place est un petit peu différente. On a moins de cartes et les cartes servent de timer, contrairement au mode challenger. Et puis après se lancer dans cette partie en mode solo, et viendra plus tard une vidéo dédiée au mode challenger. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire, si je vais faire uniquement la vidéo règles dans la vidéo que vous allez voir, et j'enchaîne directement avec le mode solo, ou si je fais la vidéo règle et après je fais le mode solo dans une prochaine vidéo. J'ai peur que ce soit un petit peu trop long si je mets tout dans la même vidéo, donc il se peut que je scinde ça en deux. Je vais voir déjà combien de temps je mets à tenter de vous expliquer les règles, parce qu'encore une fois, c'est pas mon domaine de prédilection. D'autres le font bien mieux que moi, mais les règles en français ne sont pas encore disponibles chez l'éditeur, sur le site de l'éditeur au moment où je fais la vidéo, donc au 4 octobre ou 5 octobre, je ne sais plus quelle journée. C'est pas encore disponible au niveau des règles en français. Ça devrait pas tarder, mais c'est pas encore dispo. Il n'y a que des vidéos en anglais qui traitent de ce jeu, et encore des vidéos qui traitent de la partie prototype KS, d'avant le KS, et ou de la partie sur Tabletop Simulator. Voilà. Donc, moi, j'essaie de pallier à ce petit problème en vous diffusant, du coup, en essayant de vous diffuser une règle en français de Mercurial, voilà, vous montrer un peu ce que c'est, et puis après d'enchaîner plus tard sur une partie solo. Solo du livret de règles classique, donc il faut battre son propre score à chaque partie. Et après le mode Challenger, vous verrez qu'il est quand même bien au-dessus de ce mode solo, mode Challenger qui est vraiment très sympathique, qui rajoute déjà une classe de personnages à tous les personnages jouables, mais du coup qui nous apporte l'IA pour toutes les classes du jeu que l'on peut affronter. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour cette vidéo règle. Une expérience que je n'ai pas fait depuis belle lurette, mais j'espère que ça a matché. Et que ça vous donnera envie peut-être de découvrir ce jeu qui est, ma foi, fort joli. Pas évident, mais fort joli. Allez, à tout de suite. Générique. Alors, nous voilà du coup pour cette présentation de règles de Mercurial et de mise en place. On va commencer déjà par la mise en place du jeu, qui est relativement simple, et puis après on traitera des différentes actions, des différentes règles et des différentes cartes que l'on a du coup avec nous pour jouer à Mercurial. Alors, Mercurial, c'est un jeu de création de sorts, où nous allons devoir lancer différents sorts, donc de différents éléments. Nous avons des sorts de feu, des sorts de foudre, de terre, d'eau. Même nous avons des sorts des fois qui ont les deux familles, enfin qui ont plusieurs familles. Il faut juste en trouver une. Bon, j'arrive pas à mettre la main dessus, bien évidemment. Voilà, enfin, on remarque ça
avec le gros icône qui est ici et surtout les icônes qui sont ici. Donc là, c'est un sort de feu. Là, nous avons un sort de feu un peu différent, parce que c'est un sort de feu qui peut être plus puissant en fonction des dés qui nous restent. C'est un jeu avec lequel nous allons acheter les sorts grâce à des dés et grâce à des gemmes. Nous avons les gemmes bleues qui correspondent. Donc l'insert, c'est l'insert qui est fourni avec le jeu, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est de la mana. Là, nous avons de l'acuité. Voilà. Donc la mana est permanente, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai acheté mon sort avec de la mana, je la récupère. L'acuité, par contre, non. Il y a un taux de conversion qui existe. 2 gemmes d'acuité équivalent à une gemme de mana. Le truc, c'est que l'acuité, une fois que je l'ai utilisé pour acheter un sort, l'acuité disparaît. Bref, voilà. C'était pour vous présenter rapidement ça. Nous avons les dés, donc nous avons plusieurs dés à 6 faces. Ils ont chacun un élément. Donc nous avons l'eau, le feu. Nous avons la foudre, la terre. Et nous avons le vide. Et j'ai perdu le terme de celui-là. C'est pas de l'éther. C'est de l'éther, c'est ça. Nous avons l'éther qui est ici. Voilà. Donc c'est un jeu de confrontation en fait, où nous allons devoir en tant que mage récupérer des sorts, jouer des cartes qui sont des altérations, qui vont nous permettre de modifier les dés que l'on a devant nous, jouer des dés pour aller vaincre des obstacles et ainsi avoir le plus de points de victoire possible, hein, sachant que plus l'obstacle a de points de victoire nécessaires, enfin donne de points de victoire, pardon, plus il est facile à vaincre. Moins il est facile à vaincre, pardon, voilà. Celui-là me rapporte 4 points de victoire si j'ai à le battre. J'ai besoin de 10, alors on appelle ça de la ruine, de 10 ruines, ou de 10, de l'autre côté, et pas 10, 13, ce qu'on appelle ça de... Alors du coup, j'essaie de vous traduire en même temps, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Ce serait de la ruine, ce serait de la restauration, en fait. Voilà, ils appellent ça restore en anglais. Donc, en fait, grosso modo, tu peux faire soit du dégât, soit du soin pour schématiser, pour récupérer tes sorts, pour récupérer tes cibles. Ce dont tu as besoin pour scorer. Sachant qu'en fonction du nombre de joueurs, la partie s'arrête quand un joueur récupère un certain nombre d'objectifs. À 2 joueurs, la partie s'arrête lorsque nous avons récupéré 5 cartes héroïques. À 3 joueurs, 4 cartes héroïques. Et à 4 joueurs, 3 cartes héroïques. Bien sûr, si on joue avec des joueurs plus ou moins doués, il y a moyen d'augmenter ce nombre ou de le diminuer en fonction de la complexité que l'on veut donner à la partie. Et après, on calcule le score final. Voilà. Donc voilà les éléments que l'on a devant nous, sachant que nous allons commencer également avec des cartes en main, qui sont des cartes de départ. Donc nous avons différents types de cartes de départ. Nous avons des cartes d'altération de démarrage, celles qui ont le bord gris, comme celle-ci ou comme celle-ci. Celle-ci et celle-ci, donc en fait ce sont les mêmes, hein. Il y en a suffisamment pour chaque classe, cette espèce d'orbe. Celle-ci est un peu différente parce qu'elle est autorisée pour une classe précise au démarrage qui peut avoir cette carte-là. Il en est de même pour cette carte d'altération-ci, où là on a 4 fois la même, ici, parce que si on peut jouer à 4 fois cette carte-là au démarrage. Celle-ci qui est plus brillante a un effet supérieur parce qu'elle dépend d'une classe précise du jeu. Voilà. En contrepartie, cette classe est moins efficace. Voilà. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle ça, ce sont les starters, les cartes de démarrage, ou les starters altération. Voilà. Et là, ce sont les cartes de classe d'altération. Voilà. Tout simplement. Avec le bord violet, ici, ce sont ce qu'on appelle les artefacts d'altération. Voilà, donc chaque joueur va commencer avec, au hasard, un artefact d'altération. Donc là, qui sont tous uniques et qui ont tous des capacités différentes. Donc on verra ces capacités différentes. C'est tout à base d'iconographie, mais c'est assez simple. J'en prends une au hasard. Tiens, par exemple, celle-là. Celle-là, quand je vais la jouer, elle va me permettre de
prendre un dé, donc D, le chiffre 1, et de le mettre sur la face du chaos. Si je prends celle-là, c'est si jamais j'ai 2 sorts préparés devant moi, je prends un dé et je le mets sur une face, pas de mon choix, mais d'un dé que je possède déjà. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'élément de feu parmi tous mes dés, je ne peux pas me mettre le dé que je choisis d'entourer sur un élément de feu. Il faut que ce soit déjà un élément en ma possession. Donc toutes ces cartes-là sont expliquées dans le livre des règles. On y reviendra peut-être à la fin. Donc il est temps maintenant de passer à la mise en place. Pour la mise en place, ces cartes-là de démarrage, on les met de côté, parce qu'en fait, elles vont dépendre des joueurs. Alors, pour le démarrage, on va mélanger chaque paquet de deck individuellement. Donc le paquet des cartes héroïques va être mélangé. On le met en haut. Le paquet des altérations, donc, qui ont, elles, un bord bleu, vont être également mélangés. Voilà, je mélange rapidement. Et le paquet des sorts, qui est beaucoup plus conséquent, va également lui être mélangé. Ok, on met ça sur le côté de la table. On va tirer 6 cartes de chaque paquet et les mettre sous forme d'une rivière. Donc là, 6 cartes. On ira regarder après le détail d'une carte. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, ce sont nos cartes héroïques. Ce sont nos objectifs qui vont nous rapporter des points de victoire. Celle-ci, comme j'ai dit tout à l'heure, si jamais j'arrive à faire un score de 10 ruines ou de 13 restaurations, je gagne la carte et donc 4 points de victoire à la fin de la partie. Celle-ci, si j'arrive à faire 17 en ruines ou 19 en restauration, je gagne 7 points de victoire. Également, nous avons des petits icônes ici. Ce sont des sceaux. Et on va voir que c'est très important, parce qu'en fait, à la fin de la partie, en fonction du nombre de sceaux que tu possèdes, tu gagnes des points de victoire également. Pour chaque paire de sceaux identiques, tu gagnes 1 point de victoire. À partir du moment où tu as au moins 3 sceaux identiques, tu gagnes 1 point par nombre de sceaux que tu as. Si jamais j'ai 2 sceaux violets, je gagne 1 point de victoire, parce que je n'ai que 2 sceaux violets. Si jamais j'ai au moins 3 sceaux violets, ben je gagne 1 point par sceau. Donc si j'ai 3 sceaux, je gagne 3 points. Si j'ai 10 sceaux, je gagne 10 points. Et tu fais ça pour chaque sceau. Il y a 4 types de sceaux. Les violets, les bleus, les verts et les dorés. Donc ils ont tous des noms particuliers, mais ça à la rigueur c'est pour le lore du jeu, ça ne nous intéresse pas tout de suite. Par contre, je vous recommande de regarder un petit peu les cartes qui sont quand même vraiment très bien faites et très jolies. Le design est vraiment sympathique. Donc voilà tout ce qu'il y a à savoir sur les cartes héroïques. Au démarrage, nous allons mettre sur chaque carte une mana et une gemme d'acuité. C'est-à-dire que lorsqu'on va gagner la carte, eh bien on va gagner également ce qu'il y a dessus. Donc plus on va gagner de cartes, plus on va avoir de mana, sachant que la mana, encore une fois, on la récupère une fois qu'on a lancé nos sorts, contrairement à l'acuité qui, elle, retourne dans la réserve. Une fois qu'on a fait ça, on fait la même chose avec les cartes d'altération. Donc je tire 6 cartes et après on va regarder un petit peu les cartes. Donc nous avons des cartes d'altération. Ces cartes-là pourront être jouées à notre tour de jeu pour en effectuer les actions. Prenons cette carte-ci, par exemple. Donc, on a vraiment l'illustration, et nous avons différents encarts assez importants. Nous avons ce premier encart-ci, l'action principale de la carte, l'action secondaire de la carte, et qu'est-ce qui se passe si jamais je décide de défausser ma carte. Et je peux récupérer d'autres actions. On reviendra ça en détail lorsqu'on étudiera les différentes actions. Mais il est important à noter ici que sur cette carte-là, par exemple, là, il y a un petit saut qui apparaît. Et ça, on a tendance souvent à l'oublier lorsqu'on joue, même au départ d'une première partie que j'ai faite, je l'ai oublié. À la fin de la partie, lorsqu'on compte le nombre de sauts que l'on a, on ne compte pas que le nombre de sauts des cartes héroïques, on compte également le nombre de sauts de nos cartes d'altération. Donc à la fin de la partie, j'ai cette carte en main ou dans mon deck, ça rajoute un saut vert. Donc c'est important de le savoir, parce que si j'ai déjà 2 sauts verts ici, dans mon deck héroïque, là ça me rajoute un 3e saut vert, et donc je ne gagne pas 2 points, mais je gagne 3 points.
Parce que j'ai au moins 3 sauts, et à partir au moins 3 sauts de la même couleur, c'est 1 point par saut. Voilà. Là, cette carte-là, elle va nous donner un saut vert, un saut bleu. Etc. On étudiera les cartes vraiment sur la fin. Nous allons mettre sur les cartes altération partant de la gauche une acuité autant qu'il y a 2 joueurs. Donc moi, on va simuler une mise en place pour 2 joueurs. Donc je mets donc 2 tokens, 2 gemmes d'acuité ici. Enfin, nous allons mettre en place les sorts. On tire 6 sorts également. Donc là, voilà, c'était ça que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, mais il y a des sorts qui sont bicolores ici. Qui sont ici, voilà. Donc là, c'est grâce à ces sorts que l'on va pouvoir générer de la ruine. De la ruine ou, quand le bar est incliné, de la restauration. De la ruine ou de la restauration sur cette carte-là. Et nous avons des cartes un peu différentes, les cartes de terre qui sont ici, qui sont un petit peu différentes, qui, elles, ne génèrent pas de ruine ou de restauration, mais qui vont pouvoir être liées avec une autre carte et qui vont multiplier la valeur d'une carte. Par exemple, admettons que j'ai réussi à mon tour de jeu de récupérer cette carte-là. Très bien. Un autre tour de jeu, je récupère cette carte-là, qui fait 7, voilà, par exemple. Quand je vais arriver à de nouveau à mon tour de jeu et que je vais décider de lancer mes sorts, eh bien cette carte-là, je vais la lier à celle-ci, de façon à obtenir non pas un sort de 7, un score de 7 de ruine, mais un score de 14. Là, 21, 21. Il est également possible de lier plusieurs cartes comme ça, bien évidemment, en fonction du moment où si tu as plusieurs cartes liens, tu peux lier des sorts séparément. Mais il est également et surtout possible de lier plusieurs sorts liens à une même carte. Dans cette configuration-là, je vais avoir un multiplicateur de x2 x 3, 3 x 2, 6. Du coup, là, j'aurai une force de 7 x 6. Donc c'est comme ça que tu arrives à faire quand même des très gros scores. Et si jamais tu arrives à linker celle en plus dessus, là, tu obtiens 3 x 3, 9 x 2, 18. x 7. Bon, là, autant te dire que cette configuration-là, tu ne peux pas l'avoir. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on va étudier après le comportement des cartes lorsque j'expliquerai comment récupérer des sorts. Cette configuration-là, tu ne peux pas l'avoir parce que tu es limité en nombre de dés. Tu as 6, 7 dés maximum. Là, ici, il faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dés. Voilà, ça, c'est pas possible. Peut-être celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette configuration-là, c'est peut-être possible si tu arrives à avoir 7 dés et que tout s'aligne au niveau des couleurs, bien évidemment. Mais on verra ça un peu plus tard. Attends, pour l'exemple, je vais mettre un sort comme ça un sort d'éclair. Je vais mettre, qu'est-ce qu'on a? Un sort de lien, je vais le laisser. Je vais enlever celui-là, je vais mettre celui-là qui fait également du conditionnement. Et je vais en mettre un autre. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Non, je pense qu'on est pas mal. Oui, il y a celui-là aussi, voilà, qui sera intéressant à voir, mais non, bah tiens, celui-là, je vais le mettre à la place de celui-là. Hop, voilà. Ça, c'est uniquement pour l'exemple. La mise en place, bien évidemment, on ne fait pas ça. On tire les sorts au pif. Mais là, c'était pour essayer de vous présenter un petit peu les différentes possibilités au niveau des sorts. Celui-là, par exemple, va te convertir toute ta restauration en ruine. Là, ça va te rajouter autant de ruines, de restauration que tu as de gemmes d'acuité sur ton board. Ici, tu vas gagner 1 de ruines pour chaque carte dans ta zone de sort. Donc si jamais tu as 4 sorts, tu gagnes 4 ruines. Voilà. Les icônes sont vraiment très claires. Au premier abord, ça peut être compliqué, surtout au niveau des cartes altération. Mais quand on prend le temps d'étudier les cartes, c'est relativement simple. Continuons la mise en place. Au niveau des cartes ici, nous allons mettre là et là des petits marqueurs de discount, de réduction de prix. Ici, si jamais je prends cette carte-là, eh bien je consomme
une mana en moins. Si je prends cette carte-là, je peux consommer une acuité en moins. Ensuite, nous allons mettre sur le côté donc les pots qui contiennent l'acuité et les gemmes. Et nous allons mettre ici, sur le côté également, ce petit tableau de points de victoire. On peut se retrouver dans des situations où nous avons un surplus de puissance. Admettons que pour taper ce sort-là qui me demande 10 ruines, eh ben j'envoie un sort qui me génère, je sais pas moi, 16 de ruines. Voilà, donc c'est un petit peu con parce qu'à ce moment-là, tu iras prendre celui-là. Mais dans ce cas-là, bah si, bon bref, admettons que j'ai 24 de ruines, ou 25 de ruines, et je prends celui-là. Donc à 21. Donc j'ai un reliquat, il me reste de la ruine. Et bien du coup, la ruine, je peux aller piocher là-dedans pour le prix qui est là. Si j'ai 3 de ruines, je peux récupérer un petit point de victoire. Si j'ai 4 de restauration, je récupère un petit point de victoire. Tout simplement. Nous allons mettre également sur le côté les cartes d'arcane. Les cartes d'arcane, ce sont des cartes double face, comme ceci, qui correspondent un petit peu à des objectifs à atteindre dans le jeu, et qui vont nous rapporter des points de victoire conditionnels à la fin de la partie. Donc elles sont de 3 types, mais elles sont de 6 types, recto verso. Donc j'ai 3 cartes recto verso. Donc au début de la partie, tu les prends, tu les mélanges dans tous les sens, et tu vas les mettre, voilà, tu vas les mettre sur le côté là-bas, pour te rappeler les objectifs que tu as à faire. Voilà. Donc là, le cheval qui est ici, pour arriver à l'obtenir, il faut que nous fassions soit 27 de ruines, soit 38 de restauration. Et à ce moment-là, on le prend, lorsqu'on lance le sort, et à la fin de la partie, il va nous rapporter des points. Si je prends ça dans le livre de règles, donc lui, il a un nom particulier, je vais vous donner son nom tout de suite, parce que je ne le connais pas par cœur. C'est le... Il n'y a pas de nom. Je gagne 2 points de victoire à la fin de la partie grâce à lui. Plus 2 points de victoire pour chaque triplé de sorts qui ont 4 slots de dés dessus. Par exemple, là, j'en ai pas. Là, j'ai 2 dés, 3 dés. Donc celui-là va rapporter 2 points de victoire pour chaque triplet de sorts qui ont au moins 4 dés. Par exemple, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. J'en ai vu tout à l'heure, c'est souvent des sorts de montagne. Ah ben non. Suis-je bête? Non. Ça, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça c'est une carte éligible. Ça, c'est une carte éligible, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 slots de dés. Voilà. Moi, je comptais uniquement les dés obligatoires, mais non, voilà. Donc, on met ça sur le côté, et on fait pareil pour tous les autres arcanes. Celle-là, ben, pour pouvoir la gagner, il faut que je lance dans ma combinaison de sorts, que j'ai au moins un sort de feu, un sort de foudre, un sort de montagne. Et pour celle-là, il faut que j'ai un minima 3 sorts qui demandent de l'éther et un dé qui me propose de l'éther. Et après, je gagne des points de vie conditionnels par rapport à ça. Donc ça, on les met sur le côté. Ce sont des objectifs à atteindre qui vont nous permettre de gagner plus de points de victoire à la fin de la partie. Sachant qu'on ne peut en récupérer que 1 à chaque fois que l'on s'en sort. Voilà. Et ça, c'est unique. Une fois que tu l'as pris, il est pour toi. Et nous avons également une autre plaque à mettre ici, qui est la plaque de l'équilibrium. Alors l'équilibrium, c'est un concept fort du jeu, à savoir que la restauration et la ruine s'annulent mutuellement. Exemple, je lance un sort avec ces 2 combinaisons-ci. D'un côté, j'ai 10 de restauration, de l'autre, j'ai 5 de ruine. Eh bien, je ne vais pas avoir une puissance de feu de 10 restauration et 5 de ruine, mais je vais avoir une puissance de feu de 5 de restauration. Tu prends le plus grand, auquel tu soustrais le plus petit. Donc, j'ai là une force de 5 de restauration. Et ça va être à nous d'essayer de calculer la manière la plus efficace pour atteindre ce qu'on appelle l'équilibrium.
L'équilibrium, c'est ça. C'est que si après les calculs des forces de restauration et de ruine au niveau de mes sorts, j'obtiens ces valeurs-ci, eh bien, ça va me permettre de gagner ça. Si j'ai un équilibrium entre 6 et 7, donc si j'arrive à avoir 6 de ruine et 6 de restauration, eh bien, je gagne soit 11 de ruine, soit 15 de restauration pour lancer mon sort. Et plus tu montes, plus tu as des bonus. Si tu arrives à 12 d'équilibrium, tu gagnes ça en puissance de feu, donc 24 de ruine, 34 de restauration. Tu gagnes 2 pierres d'acuité et 1 point de victoire. Mais tu vas pouvoir y gagner également ce qu'on appelle le token de Mistrune, qui est un token, donc il y en a 2 qui sont recto verso, et qui vont te donner des bonus, qui sont ici, par exemple. Là, je vais attacher celui-là ici. Le premier joueur, donc ça après tu mets l'autre de côté, le premier joueur qui va lancer un sort en passant par l'équilibrium va gagner cette petite plaquette et pourra l'utiliser à son tour. Une fois que ça a été utilisé, il la remet ici. Toutefois, si un autre joueur lance un sort qui passe par la tablette d'équilibrium et que le token n'est pas sur la tablette, eh bien, il va aller le voler au joueur qu'il a déjà en sa possession. Là, par exemple, à n'importe quel moment de mon jeu, je vais pouvoir remplacer un dé, enfin prendre un dé et le mettre soit sur une face d'eau, soit sur une face de montagne. Et tu as différentes choses ici. Là, quand je lance, par exemple, un sort, je gagne plus 2 en ruine. Voilà. Donc là, dans notre exemple, on a dit qu'on prenait celui-là. Je remets les sorts là. La mise en place est du coup terminée. Nous allons pouvoir maintenant nous consacrer au plateau joueur. Je vous retrouve donc juste après. Je vais pousser un petit peu tout ça pour vous montrer le plateau joueur et avoir un peu de place pour le mettre en place avant de démarrer après les explications des différentes actions. Je vous dis à tout de suite. Bien, maintenant que nous avons vu le setup d'une partie, il est temps de voir le setup d'un joueur. Donc les plaques de joueurs sont comme ça, recto verso. D'un côté, nous avons les classes des initiés. Ce sont des personnages tous identiques et qui sont recommandés pour jouer les premières parties. Et de l'autre côté, nous avons des classes particulières. Ici, nous avons l'élémentaliste, par exemple. De ce côté-là, nous avons l'arcaniste, nous avons le chaomanceur, nous avons le Mistcaller qui vient de l'extension Challenger, et nous avons l'enchanteur. Voilà, donc différentes classes qui sont vraiment asymétriques, que ce soit au niveau du saut de départ, du nombre de dés, du nombre de mana, du nombre d'acuité, etc., etc. Donc on va commencer pour une mise en place, pour l'initié. La mise en place se fait pareil pour les autres personnages. Alors nous avons quoi? Nous avons différentes informations ici. Nous avons déjà la main de départ, à laquelle on va commencer. Nous avons notre nombre de dés au départ, notre nombre de mana de départ, notre nombre d'acuité de départ. Sont rappelés ici les petites pastilles remplies. Donc je commence avec ce personnage-là avec 5 de mana, 3 d'acuité. Voilà. Et 6 dés. Donc je prends 6 dés de la boîte. Et je ne les lance pas pour l'instant, je les mets de côté. On les lancera une fois qu'on aura fini. Qu'est-ce qu'on a également ici? Donc là, ce sont les slots de mana, les slots d'acuité. Donc on remarque qu'on en a 10 maximum. On ne peut pas en avoir plus de 10. Et on va récupérer nos cartes de départ. Parmi les cartes qu'on a mis de côté ici. Donc là, sont indiquées ici les 2 cartes de départ. Donc, nous avons cette carte de départ qui est ici, donc qui correspond à ce symbole-là, pour l'initier. Nous avons cette seconde carte de départ qui est ici, qui correspond à cette carte-là. On verra après leurs actions, bien évidemment. Et nous avons une carte random parmi les cartes au contour violet. Donc on va se mettre là. On va récupérer toutes les cartes qui ont un contour violet parmi les cartes de départ. Voilà. Et alors, on nous dit, quand on joue en tant que
qu'initié, d'aller récupérer toutes les cartes avec ce petit symbole, ici. Voilà. Donc ce petit symbole ici, donc il y en a 1, 2, 3, 4, et on en prend une au hasard parmi ces quatre cartes-là. Après, quand on jouera avec un personnage autre, on pourra bien évidemment prendre au hasard parmi tout le paquet de cartes. Donc j'en prends une au pif, ce sera celle-là. Alors du coup, qui ne sert pas forcément en solo, mais c'est pas grave, moi ça permettra de l'avoir, et le reste, on peut le mettre de côté. Et du coup, chaque joueur fait sa mise en place de cette façon-là. Donc là, comme je fais une partie à 2 joueurs, et bien du coup, j'aurai une autre carte de plateau initié ici, pour faire la mise en place du second joueur. Mais là, du coup, on n'y est pas. Et ben, la mise en place est terminée. Donc je vais retirer mon petit plateau de jeu ici. Mettre ça là, je vais remettre les cartes de sort là. Donc, bon et mort de ça, à la rigueur, c'est pas bien grave, parce que de toute façon, on est là pour faire une démonstration. Et mes cartes de démarrage que j'ai en main ici. À partir de ce moment-là, je peux lancer les dés, et je ne les relancerai plus jusqu'à ce qu'on me le dise. Alors, je lance les dés et j'obtiens ces symboles-là. Je vais mettre comme ça, 2 symboles d'eau, 2 symboles de montagne, un symbole d'aéther et un symbole du chaos. On constate ici, sur la plaque de l'initié, mais également de tous les autres personnages, ce qu'on appelle son aether flow, son flux d'éther. Ça va nous permettre, par des jeux de cartes, de transformer l'éther qui est ici en le symbole qui est là. Là, par exemple, dans ce cas-là, cet initié-là, c'est une montagne. J'aurais eu cet initié-là, ça aurait été, de l'éclair. Donc là, si jamais, par une action de jeu, je suis amené à utiliser ma capacité de flot d'éther, de flot éthérique, on va dire, je vais donc transformer ce dé-là en une montagne. On va du coup essayer d'organiser un peu notre plateau de jeu. Donc moi, je mets les dés ici, mais bon, on peut les mettre sur le côté, ça permet de voir l'illustration. Sur la gauche, nous allons avoir notre défausse de cartes d'altération. Sur la droite, les objectifs que l'on a gagnés, les sorts utilisés, les arcanes et les points de prestige gagnés. Et en dessous, ici, nous allons avoir notre zone de combinaison. Et ça, ces cartes-là, elles sont dans notre main. Voilà pour la mise en place. On va déterminer le premier joueur. C'est celui, d'après les règles, qui a fait l'action héroïque la plus récente. Et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Le premier joueur n'a pas de bonus. Par contre, le joueur numéro 2 aura, au démarrage, une acuité en plus. Le joueur numéro 3 aura 2 acuités. Le joueur numéro 4 aura 4 acuités en plus au démarrage. Voilà. Pour compenser le fait que tu choisis tes cartes en dernier, donc du coup, tu as plus de ressources au démarrage. Et voici pour la mise en place du plateau joueur. C'est relativement simple et basique. Et on va voir après, maintenant, les différentes actions qui sont à notre disposition. Je vous dis à tout de suite. Donc, à notre tour de jeu, nous avons deux actions que nous pouvons effectuer. Alors, deux familles d'actions que l'on peut effectuer, on va dire ça. La première, ce qu'on appelle le take and play. Donc, c'est-à-dire take, je prends une carte, play, je joue une carte. Donc ça, c'est une action qui consiste à prendre une carte sur le plateau ici, un sort ou une altération, et de jouer une carte. On peut le faire dans l'autre sens. On peut faire play et take après. Je peux jouer une carte de ma main, et après, je peux en prendre une. La seconde action principale de ce jeu, c'est l'action de cast, de lancer un sort. Donc, une fois que j'ai mis toutes mes cartes sorts ici, eh bien, je peux décider de le lancer à n'importe quel moment. Ce sort, ça utilise mon action du tour. Je lance ce sort-là, je génère ma restauration ou ma ruine, et je vais donc voir si je peux, une fois que c'est fait, gagner une carte héroïque, récupérer une carte d'arcane, arriver à l'équilibre, ou alors tout simplement gagner des points de prestige par ce niveau-là. Première famille d'action, le take and play, prendre et jouer. On peut le faire donc dans l'autre sens, comme je viens de dire, jouer ou prendre.
On peut prendre une carte altération. Les cartes altération sont ces cartes qui sont ici. Ce sont des cartes qui vont nous permettre d'interagir avec nos dés. De manière principale, c'est ce que ça va permettre de faire. Mais pas que, ça va permettre de faire également d'autres choses. Quand on prend une carte, on prend celle qu'on veut. Il n'y a pas de coup de carte, hein, tu prends celle que tu veux. Tu peux prendre celle-là, 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 en fonction de ce dont tu as besoin. Bien évidemment, si tu prends une carte, moi j'ai envie de prendre celle-là parce qu'elle m'intéresse beaucoup, beaucoup. Celle-là, tiens, parce qu'elle m'intéresse beaucoup, beaucoup. Celle-là, je la prends. Mais je vais donc également prendre les petits cristaux qui sont dessus. Donc, ce qui fait que je me retrouve avec un cristal d'acuité en plus sur mon plateau de jeu. Et j'ai récupéré cette carte ici. Donc ça, c'est la première action, c'est de récupérer une carte d'altération. Attention, dans notre main, on ne peut avoir que 10 cartes maximum. Alors tu dis d'accord, mais comment est-ce que je fais? Eh bien, on peut défausser les cartes d'altération pour, du coup, si elles ne nous conviennent plus, ne nous plaisent plus, pour en récupérer une autre et des bonus. Excusez-moi, je perds ma voix. Donc ça, c'est la première action, c'était l'action de récupérer une carte. Seconde action, c'est de récupérer un sort pour le rajouter dans notre combinaison de sorts. Pour récupérer un sort, les sorts sont ici, eh bien on va essayer de payer le coût, payer le coût du sort. Par exemple, pour ce sort-là, quand tu as le symbole ici entouré par ces espèces de petites runes là, eh bien tu es obligé de mettre un dé pour le payer. Donc là, il faut que je paye 1, 2, 3 montagnes. Et pour payer ces deux slots-ci, je veux payer un dé qui contient une montagne, un dé qui contient une montagne, ou 2 de mana, et également 2 mana ici. Sachant que là, j'ai droit à une réduction de 1 mana. Pour arriver à me mettre et à récupérer ce sort-là, il me faudrait 1, 2, 3 montagnes. Il me faudrait 1, 2, 3 mana. Donc ça, effectivement, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir le payer. Donc pour le payer, donc admettons, je vais faire ça avec cette carte-là. Parce que celle-là, effectivement, je me rends compte que je ne peux pas la payer. Pourquoi? Parce que je n'ai que 2 montagnes ici. Ah mince, je n'ai que 2 montagnes. Comment faire pour avoir plus de montagnes? Eh bien, comment faire pour avoir plus de montagnes? C'est là où l'action de play, jouer une carte, va du coup intervenir. Ça va nous permettre de retourner les phases des dés. On verra ça juste après. Donc là, bon, admettons que je n'ai pas de carte. Je vais décider de récupérer une carte qui m'intéresse. Celle-là, je peux l'acheter parce que nous n'avons pas de petites runes autour des cases ici, donc ce ne sont pas des dés qui sont imposés. Donc là, je peux utiliser des dés éclairs ou de la mana. Et là, je peux consommer de la montagne ou de la mana. Admettons que j'ai envie d'avoir, je ne sais pas moi, cette carte-là qui me plaît beaucoup, beaucoup, par exemple. Voilà, pour une autre. Donc c'est une carte de type éclair. Mais je n'ai pas de dé d'éclair sur moi. Bon, ben à ce moment-là, c'est pas grave, je la mets là. Et je peux l'acheter en disant que de la mana. Donc là, je peux faire 1, 2 pour remplir ce slot-là. 3, 4 pour remplir ce slot-là. Et j'ai utilisé toute ma mana pour acheter cette carte-là. Mais on a également vu que la mana, l'acuité peut servir pour acheter de la mana. 2 acuités valent 1 de mana. Donc là, par exemple, il me faudrait, si j'avais de l'acuité, il me faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 d'acuité pour acheter ma carte là. 8 non, 7, parce que cette carte-là est devant le token de réduction d'acuité. Et donc, ça ne me compterait que 7 d'acuité et non 8. J'ai envie d'acheter cette carte-là, je la prends, ça me fait 1, 2, je n'ai pas de dé d'éclair ici, je vais faire comme ça, voilà. En faisant cette combinaison-là, j'ai réussi à acheter ma carte, parce que là, 2 cartes de mana, 2 points de mana, 1 point de mana, et normalement, il faut 2 points d'acuité, 2 gemmes d'acuité pour payer la mana restante, mais comme j'ai une réduction ici, eh bien, ça reste comme ça. Voilà comment est-ce qu'on peut récupérer une carte, avec de la mana ou de l'acuité. Si j'avais voulu prendre cette carte-ci, parce qu'elle m'intéresse beaucoup, beaucoup, cette carte de montagne, là, j'ai 2 dés de montagne qui sont obligatoires, ça tombe bien, j'en ai 2 sur mon plateau, je les prends, et je les mets ici. À partir du moment où les dés sont arrivés là, ils sont verrouillés, ils ne peuvent plus sortir. Par contre, il faut que je paye le restant, le surplus ici. Le surplus, c'est à savoir 2 de mana. 1, 2. Je les mets là. Là, je n'ai pas de réduction.
parce que la réduction, c'est uniquement pour les cartes les plus à gauche. Pardon. Enfin, est-ce que je pouvais acheter cette carte-là? La réponse est non, parce que cette carte-là, il me fallait 1, 2, 3, soit eau, soit feu. Je n'ai que 2 eaux sur mon plateau, donc je ne pouvais pas la prendre. Et là, soit une eau, soit une feu, soit 2 de mana, ou alors la combinaison mana acuité, toujours avec 1 de mana équivalent à 2 d'acuité. Donc voilà pour ma combinaison, mon action de récupérer une carte de sort. Donc première action, take, pour prendre, je peux prendre une carte ici d'altération. Seconde action, je peux récupérer une carte de sort. J'ai aussi la possibilité de récupérer un sort, mais de le recycler tout de suite. C'est-à-dire que s'il ne me plaît pas, le sort, et que il n'y a aucun sort qui me convient, il n'y a aucun sort qui match avec ce que je veux faire, il n'y a aucun sort qui me plaît, ça m'agace. Je prends le sort qui est le plus à gauche, je le remets sous la pile des sorts. Et qu'est-ce qui se passe? Je gagne 1 point d'acuité pour avoir fait ça. Cette action va me permettre du coup de récupérer une gemme d'acuité et de dégager le sort qui était ici. Alors ça peut être intéressant pour moi, par exemple, pour dégager un sort qui ne m'intéresse pas et essayer d'en piocher un nouveau, lorsqu'on va refaire la rivière, ou d'emmerder le joueur suivant après moi, parce que je sais qu'il va vouloir ce sort-là, et donc de le prendre, de le dégager, parce que c'est un sort très puissant qui est convoité. C'est une possibilité d'aller enquiquiner ses adversaires. Dernière action de récupération, c'est de récupérer toutes mes altérations qui ont été épuisées. Quand je joue une altération, quand je fais une action de play, l'altération, une fois que je l'ai jouée, je la mets dans ma zone de défausse, ici. Admettons que le tour suivant, j'ai joué ça, et là, j'ai plus de carte altération à jouer. Eh bien, une de mes actions take, une de mes 4 actions take, c'est de récupérer toutes mes cartes d'altération et de les remettre dans ma main pour pouvoir rejouer le tour suivant avec cette carte-là. Tout simplement. Après, vous verrez qu'il y a la possibilité de faire plusieurs actions take par tour avec certaines cartes, notamment lorsqu'on va jouer des cartes d'altération pour leur effet de défausse. Mais on verra ça juste après. Donc là, on a vu je remets un sort ici, hop là, hop, je remets ce sort là, voilà, peu importe. On a vu les différentes actions de type take. Donc, je prends une altération que je rajoute à ma main. Si jamais il y a une petite gemme dessus, je la récupère, je la mets sur mon board. Je vais enlever celle-là. Je peux récupérer un sort ici, deuxième action de type take. Par contre, il faut que j'ai les prérequis sur mon tableau de jeu. Il faut que j'ai suffisamment de dés et ou de combinaisons mana et acuité pour pouvoir me payer ce sort. Par exemple, ce sort qui arrive ici, je ne peux pas le prendre parce que je n'ai pas de sort de feu. Et après, les autres, on les a vus tout à l'heure, celui-là, je peux le prendre, celui-là, je peux le prendre avec ma configuration actuelle de dés. Mais bon, du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour modifier les dés? Eh bien, c'est là que rentre en jeu l'action de play qui va nous permettre de jouer une carte. Et quand on joue une carte, il y a plusieurs façons de jouer des cartes. Généralement, nous avons de 2 à 3 façons de jouer une carte en fonction de ce qu'on veut faire. On peut jouer la carte pour son action principale, pour son action secondaire, quand c'est une carte de départ. Elles ont toutes une action principale et une action secondaire. Action principale, action secondaire. Et quand c'est une carte d'altération, action principale, action secondaire, action de défausse. Et on va voir ça juste après. Bien, maintenant que nous avons regardé un petit peu les actions de take, il est temps de parler des actions de play et, comme je viens de le dire, des différentes façons de jouer des cartes. Alors déjà, nous pouvons jouer les cartes, les starters, ce qu'on appelle les starter alteration, les cartes de départ, pour leurs 2 possibilités. Quand tu joues une carte, tu peux faire l'action principale qui est ici, l'action secondaire qui est ici, pour ces cartes-là. L'action principale de cette carte, elle est double. Soit tu peux récupérer une acuité que tu mets sur ton plateau de jeu, voilà, ou tu peux jouer 2 cartes de ta main. Donc, tu joues cette carte-là, tu la mets dans ta défausse, et tu peux après, du coup, jouer 2 nouvelles cartes. Ça te permet de faire des gros tours un peu plus costauds.
Parce que tu auras joué au final 3 cartes. Celle-là que tu as posée qui t'en permet d'en jouer 2. L'action secondaire de cette carte-là, c'est de transformer un dé d'éther en la valeur de l'éther de ta classe de personnage. Ici, avec cet initié, c'est de la montagne. Donc si je joue cette carte-là pour son effet secondaire ici, je vais donc transformer un dé d'éther et le mettre sur sa phase montagne. Et du coup, j'obtiens ainsi 3 montagnes. La façon dont on pouvait avoir 3 montagnes tout à l'heure sur les cartes où il y avait beaucoup de montagnes, c'est comme ça qu'on peut changer la valeur d'un dé. Maintenant, dans ma prochaine action take que je ferai après, je pourrais prendre celle-là avec mes 3 dés montagnes, par exemple, je pourrais me mettre ici. Encore une fois, on peut jouer une carte avant de faire l'action de prendre une carte. Donc du coup, là, j'ai pu modifier mon résultat de dés pour aller prendre une carte qui m'intéressait. Nous avons les classes, d'altération, comme celle-ci. Elles ont toutes la même chose, sauf celle de l'arcanisme qui est différent. Et pareil pour le... Les classes d'altération sont les 2 cartes différentes qui brillent, autant pour moi. Elles sont... Je sais plus, j'ai mis sur le côté, voilà. Ce sont ces cartes-là. C'est celle-là, là. Ça, c'est une classe d'altération. Une altération de classe, et celle-ci, voilà. La différence entre celle-là et celle-là, tout simplement, c'est que celle-là nous permet de récupérer 2 acuités. Voilà. Cette carte ici d'altération, qui fait partie donc des cartes début d'altération, l'action secondaire c'est toujours la même. Hein. Là on va pouvoir transformer un dé d'éther en la valeur de notre flux d'éther. Et ici je vais pouvoir transformer en payant X acuité et une acuité, je vais pouvoir transformer X dés de chaos pour les mettre sur la face d'un dé que je possède déjà. Là, par exemple, dans mon exemple ici, j'ai un dé de chaos. Mais moi, je voudrais pouvoir acheter cette carte-là. Donc, pour acheter cette carte-là, il me faut, on a vu qu'il fallait 1, 2, 3, au moins 3 eaux ou 3 feux, et une eau, un feu ou de la mana. Mais maintenant, je n'ai que 2 eaux. Heureusement, j'ai un dé de chaos. Donc, ce que je vais pouvoir faire pour jouer cette carte-là, je vais donc sacrifier, point d'interrogation, donc autant que j'en ai envie finalement, mais autant que j'ai surtout d'acuité. Donc, 1 pour ça, un coup fixe, voilà, et je vais pouvoir transformer le nombre d'acuités que j'ai joué en premier, qui correspondent du coup à un nombre de dés de chaos, les mettre sur la valeur d'un dé que j'ai déjà. Donc là, par exemple, je vais pouvoir transformer en payant ça et ça, ce que j'ai payé ici, transformer mon dé de chaos ici et le mettre sur une valeur que j'ai déjà, à savoir une valeur d'eau. Tiens, j'ai envie de l'eau, voilà. Ça, une fois que c'était joué, ça va, hop, dans la réserve. Et admettons que je n'ai pas encore fait mon action de take, et ben je vais pouvoir aller acheter cette carte-là en mettant mes 3 dés ici et en payant après le surplus en mana ici. Et je vais pouvoir récupérer cette carte-là. Ça, c'est une autre façon, enfin c'est encore une façon de jouer une carte, hein. C'est que tu joues des cartes qui sont dans ta main et tu en résous les effets. Alors, cette carte-là, contrairement à l'autre, là, nous n'avions pas de prérequis. Là, le prérequis, là, c'est le coût de paiement pour cette carte-là. Pour cette carte-là, il faut que je paye ça. Si je ne veux pas payer ça, je ne peux pas faire ça. Là, c'est un ou. Quand le truc est incliné, là, il n'y a pas de prérequis. Je peux jouer cette action-là ou cette action-là. Et maintenant, on va voir un petit peu l'artefact d'altération que j'ai tiré au démarrage, à savoir cette orbe. Là, qu'est-ce qu'elle va permettre de faire, cette orbe-là? Elle a deux actions qui vont s'enchaîner. Donc, action principale, les voilà. Donc, elle a 2 actions principales et une action secondaire. L'action secondaire, c'est, ici, d'aller juste récupérer une acuité. Voilà. Tout simplement, là, si je joue cette carte-là pour son action secondaire, je la mets dans la défausse et je vais récupérer une acuité de la réserve que je mets ici. L'action principale de cette acuité-là, de cette carte d'altération-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que je vais pouvoir transformer un éther en un dé que je possède déjà, d'accord? Et
après, tous les autres joueurs peuvent prendre une acuité. Alors c'est pour ça que je disais tout à l'heure quand j'ai tiré que celle-là n'est pas vraiment optimale pour le solo, parce que du coup, bah, tu ne peux pas faire, enfin, tu vas pas faire bénéficier les autres joueurs de ça. Par contre, c'est quand même très puissant parce que tu vas pouvoir transformer un éther en un dé de la valeur que tu veux. Bon, il me reste un éther ici. Si jamais j'ai envie d'avoir, ben, je n'ai pas un feu. Alors, je ne peux pas un feu parce que c'est un que j'ai déjà et je n'ai pas de feu ici. Donc là, avec cette carte-là, je ne peux transformer mon dé d'éther que soit en eau, soit en montagne. Là, j'ai envie de prendre de l'eau. Donc je me dis, hop, c'est de l'eau, je mets ça ici. Il y a une action de take après, grâce avec mes 4 dés. Si je n'ai pas envie d'utiliser ma mana, je prends mes 4 dés pour les mettre là et récupérer mon sort qui est ici. Attention. Attention, ça, il est important à noter que si on ne peut pas faire l'action du haut, on ne pourra pas faire l'action du bas. Si jamais j'étais dans cette configuration-là, et que je voulais faire, pour une raison ou pour une autre, je voulais faire gagner de l'acuité à tout le monde, bon, ce qui n'est pas de grand intérêt, je ne peux pas le faire. Parce que aucune des conditions ici n'est remplie. Là, je ne peux pas transformer un dé d'éther parce que j'en ai pas. Donc cette carte-là, je ne peux pas la jouer. Et donc je ne peux pas faire ça. Par contre, je peux jouer pour son effet secondaire. Je vais dire, oui, c'est un peu con de ne jouer ça que pour cette partie-là. Mais si je prends cette carte-là, par exemple, qui fonctionne exactement pareil, hein, il n'y a que les deux actions du bas qui changent. Cette carte-là me dit, je transforme n'importe quel nombre de dés d'éther en dés de chaos. Et après, je récupère 2 acuités. Si je n'ai pas de dés d'éther ici sur mon board, eh ben, je ne valide pas cette condition-là, donc ça, je ne peux pas le faire. Donc, si on ne peut pas faire la première partie de l'action, on ne peut pas faire la seconde partie de l'action. C'est pas possible. Quand il y a un ou, comme on a vu ici, on choisit celle qu'on veut faire, cette partie-là ou cette partie-là. L'action secondaire, là, ben, je l'ai dit, c'est d'aller récupérer un jeton d'acuité. Donc là, on a vu comment jouer ce que faisaient un peu les cartes de démarrage, mais nous pouvons également jouer des cartes d'altération que nous avons récupérées par une action take, une action de prendre. Donc tiens, on va prendre celle-là, par exemple, et on va regarder un peu ce qu'il en est. Pour celle-là, alors, je l'ai prise, donc je gagne du coup au passage le petit jeton qui est dessus, parce qu'elle est là, voilà. Et je vais donc pouvoir la jouer ce tour-ci ou le tour suivant. Hein. À partir du moment où tu n'as pas fait ton action de jouer une carte, tu peux effectivement prendre une carte et la jouer tout de suite, hein, si tu as besoin. Donc cette carte-là, on a vu que ça me permettait de remplacer un dé d'éther et de le transformer en dé de chaos. Voilà. Et après, de piocher 2 acuités. Ça, c'est l'action principale. Action secondaire, quelle est-elle? Action secondaire, je vais pouvoir relancer 2 dés qui ne sont pas déjà mis sur un des sorts, donc un dé qui est encore disponible sur mon board. Et je peux également de nouveau jouer une altération, si je joue cette carte-là. Donc là, je joue cette carte-là pour cette action-là. Je prends 2 dés, typiquement, là, mes 2 montagnes, là, j'en veux pas, je veux du feu. Je relance, je veux du feu, je veux autre chose. Et j'obtiens un éclair et un feu. Et après, cette carte-là va avoir des fausses, et je peux jouer une nouvelle carte d'altération de ma main. Là, par exemple, là, je vais jouer cette carte d'altération-là. Par exemple, là, du coup, qui va me permettre de, en sacrifiant, comme j'ai fait tout à l'heure, une acuité plus X acuité, donc là, on va dire un seul parce que je n'ai qu'un seul dé de chaos. Si je joue ça, cette carte-là, je vais pouvoir transformer mon dé de chaos en un dé que j'ai déjà. Donc du coup, par exemple, ici, en feu. Et j'ai des fausses. Et en faisant ça, on a vu que j'avais un dé d'éther et un dé de chaos. En jouant ces 2 cartes combinées, mon dé d'éther... en jouant cette carte-là, pardon. Ça m'a permis de relancer 2 dés et du coup de rejouer une carte. Et comme je suis tombé sur une valeur de chaos, ça va permettre de modifier mon chaos en feu. Voilà, par exemple. C'est comme ça qu'on arrive à faire changer la valeur des dés en essayant de faire des combos au niveau des cartes. Dernière action possible avec une altération, quelle est-elle? Cette altération,
Ça va me permettre que si c'est une carte que j'ai prise mais qui ne me sert pas pour une raison ou pour une autre, j'ai dans ma main, elle m'en comble la main, c'est une des 10 cartes que j'ai en main et j'ai envie d'en avoir une autre, je suis très embêté, et celle-là ne m'intéresse pas dans mon plan de jeu, eh bien je vais pouvoir la défausser. Par contre, ça me coûte la carte, ça me coûte 1 point d'acuité. Donc je défausse ma carte, mais je ne la défausse pas dans ma défausse, je vais la remettre dessous le paquet des acuités ici. Ça me coûte également une acuité que je mets dans la réserve, mais je peux faire une nouvelle action de take. Par exemple, je peux aller prendre celle-là qui me plaît beaucoup plus. C'est une façon d'arriver à piocher plusieurs cartes en un tour et à jouer plusieurs cartes en un tour avec des combinaisons de cartes. Celle-là qui va de relancer des dés et de nouveau faire une action de jouer une nouvelle carte d'altération, ou celle-là qui permet de faire une nouvelle action de piocher une carte. Avec ça, j'ai réussi à piocher une carte au démarrage pour faire mon action de take, et en jouant cette carte-là de manière, en la jouant de type, en activant son effet de défausse, je l'ai défaussé ma carte, mais j'ai pu en piocher une autre à la place. Il est important de noter que les altérations ne peuvent modifier que les dés qui ne sont pas affectés à des cartes. Si je suis dans cette situation-ci, par exemple, et que je modifie un dé, je modifie ces dés-là, mais ceux-là ont été affectés à ma carte, ils ne peuvent pas être modifiés. Par contre, pour cette carte-là, très bon exemple, qui me dit, voilà, tu peux transformer un feu en éclair ou en eau. Bon, ben là, j'ai mon feu ici, on a vu que je ne pouvais pas le modifier. Par contre, si j'ai un feu là, ce feu devient une éclair ou un eau. Donc celui-là, je peux le mettre, par exemple, en éclair ou en eau. Celle-là, je vais la garder en main. Si je décide de jouer cette carte-là, à quoi est-ce qu'elle ressemble? On a un effet conditionnel qui est ici, pour démarrer. Enfin, un prérequis, par exemple, ma prérequis. Ce prérequis peut être soit sur mon plateau de jeu, soit sur une des cartes à ma disposition. Si, au lieu d'avoir cette carte-là, par exemple, j'étais dans cette situation-là où j'avais cette carte-là avec moi, et j'avais un éclair ici, hop, et j'avais payé 2 gemmes, là, 2 mana ici, et pas d'éclair ici, là, ça me dit quoi? Que je peux, à condition d'avoir au moins un éclair, retourner autant de dés que j'ai d'éclairs sur la phase de chaos. Ben là, typiquement, j'ai effectivement un éclair, donc je peux prendre un de mes dés, n'importe lequel, et le transformer en chaos. La condition est validée parce que j'ai un dé éclair, bien qu'il ne soit pas sur mon plateau de joueur. Seconde action, je vais récupérer 2 gemmes d'acuité, plus autant de gemmes d'acuité que j'ai de sceaux jaunes. Ça tombe bien, j'ai un sceau jaune sur mon personnage là. Donc du coup, je vais pouvoir, en faisant cette action-là, récupérer 3 gemmes d'acuité. Et si jamais j'ai d'autres sceaux de la même couleur, eh ben du coup, ça s'active. Prenons l'exemple ici. Là, c'est assez simple. Je peux transformer un éclair en une eau ou une montagne. Mais ça une fois. Et après, je peux le faire autant de fois que j'ai de gemmes vertes. Si j'avais 3 sceaux verts, de sceaux verts. Si j'ai 3 sceaux verts sur moi, je le fais une fois pour l'effet qui est marqué ici, plus 3 fois. Donc je peux transformer jusqu'à 4 éclairs en eau ou en montagne. La condition pour activer ce pouvoir-là est relativement simple, on commence à comprendre. Là, je me défausse de 3 acuités. Je peux transformer autant d'eau que je veux, soit en feu, soit en éclair. Et après, je pioche 2 acuités, plus autant d'acuités que j'ai de sceaux verts. Attention, encore une fois, si je n'ai pas d'eau sur mon plateau de jeu, que je suis dans cette situation-ci, bon, là, j'ai pas les... Voilà. Hop, je suis dans cette situation-là où j'ai envie de piocher. Voilà. Et je me dis, voilà, je vais utiliser ça uniquement pour piocher. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que même si tu consommes les 3 qui sont ici. D'accord? Là, on te dit d'utiliser de transformer en eau en feu ou en éclair. T'as pas d'eau.
ici. Donc tu ne valides pas cette capacité-là, cette partie-là du test, de la carte. Donc tu ne peux pas faire la seconde. Pour pouvoir faire la suite, il faut au moins que tu fasses à minima une première fois le premier. Voilà. J'ai été là, celle-là. On a vu nos différentes actions. Il y a d'autres choses que je vais montrer au niveau des actions. Il y a ça avec le petit symbole ici. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand tu joues cette carte-là, tu vas pouvoir retourner un dé sur sa face opposée. C'est un ou, là. Donc tu fais soit celle-là, soit celle-là. Tu retournes un dé sur sa face opposée. Donc là, le chaos devient de l'éther. Voilà. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir transformer autant d'eau que tu veux en éclair. Par contre, le retour n'est pas encore possible. L'éclair en eau, c'est pas possible, parce qu'il faut que tu aies au moins 2 seaux dorés pour déverrouiller le petit cadenas qui est ici. Donc si jamais tu as 2 seaux dorés avec ton personnage, j'en ai déjà un, donc j'ai fait la moitié du trajet. Je peux actuellement, en jouant cette carte-là, transformer autant d'eau que je veux en éclair, et dès que j'aurai un second seau doré, je pourrai transformer autant d'éclairs que je veux en eau. Donc ces cartes-là vont nous permettre de faire des transferts de dés. Je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir au niveau des actions de jeu, au niveau des actions de play. Donc, tu joues une carte pour ses activations principales, tu joues une carte pour son action secondaire. Donc, l'action secondaire pour les cartes d'altération que tu récupères ici sont toujours les mêmes, hein, à savoir relancer 2 dés et jouer une nouvelle carte d'altération. Par contre, concernant les artefacts que tu récupères en début de partie, généralement, c'est pour activer ton pouvoir ton flot d'éther et ainsi changer un dé d'éther en une valeur qui est indiquée sur ta carte de personnage. Ou alors, en fonction des artefacts, là c'est différent pour chaque artefact, l'action ici n'est pas la même. Si, l'action est la même. Je suis en train de regarder sur les artefacts, en fait, l'action est la même à chaque fois. C'est piocher une acuité. On a vu les actions de take, les actions de play, donc take, prendre, play, jouer. Encore une fois, les actions peuvent être faites dans n'importe quel sens. On peut d'abord faire l'action de jouer et après faire l'action de prendre, parce que l'action de jouer va nous permettre de modifier éventuellement nos dés ou de gagner des gemmes pour pouvoir aller après acheter des cartes de sort. Voilà. A contrario, on peut effectivement jouer d'abord nos actions de prendre et après jouer la carte que l'on vient de prendre pour la rejouer et du coup éventuellement gagner une nouvelle action de prendre en fonction de ce que font les cartes. L'action play n'est pas obligatoire. Voilà. Autant l'action take, lorsque tu choisis ce pool d'actions à ton début de tour, tu dis je vais faire une action take and play, donc prendre et jouer, tu es obligé de faire un take, prendre un sort ou prendre ça, ou voilà. Prendre un sort, au pire tu prends le sort, tu le défausses et tu gagnes une acuité en défaussant le sort, par exemple. Autant l'action play, elle n'est pas obligatoire. Voilà. Maintenant qu'on a vu ça, il est temps, une fois que l'action take and play était finie, il est temps de refaire la rivière, parce qu'on voit qu'il y a des trous. Avec toutes les actions que j'ai faites durant mon tour, j'ai récupéré 2 cartes altération et j'ai récupéré une carte sort. Voilà, donc ça veut dire que j'ai fait grosso modo 3 actions de take durant mon tour et sûrement une action de play qui m'a permis de faire des combos, etc., etc. Voilà. Donc partons du principe que j'ai réussi à faire ce tour-ci, un tour un peu riche qui m'a permis de modifier mes dés, etc., et de faire des actions pour récupérer des sorts. Il est temps maintenant de faire ce qu'ils appellent l'action de replanish, donc on va remettre les cartes, mais on ne fait pas ça n'importe comment. D'abord, ce qu'on va faire, on va compléter sur chacune des cartes qui sont ici, on va mettre une acuité sur chaque carte et on s'arrête au dernier slot le plus à droite. Donc là, effectivement, c'est ici. Donc là, je vais mettre une carte ici, un slot ici. Je saute, un ici, un ici. Voilà, et on ne fait ça que sur les acuités. Les sorts n'ont pas de petits gemmes dessus.
Si j'avais été dans cette situation-ci, eh bien là, j'aurais mis 1, 2, 3. D'accord. Si j'avais été dans cette situation-ci, le plus à gauche, enfin le slot le vide le plus à droite, du coup, c'est celle qui est là. Donc, eh ben, on ne met pas de gemme parce qu'il n'y a aucune carte à gauche du trou. Mais pour l'exemple, on va mettre comme ça. Voilà, mettons qu'on ait fait un truc comme ça, voilà. Peu importe, donc là, hop, hop, et le plus à droite, c'est celui-là, hop. Les sorts, on n'y touche pas. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait glisser le bazar sur la gauche. Et on remet de nouvelles altérations. Concernant les sorts, c'est très simple, on fait juste glisser. Et on met un nouveau sort. Fin de notre tour, il est temps maintenant de passer au joueur suivant, qui va faire exactement la même chose. L'action de take and play ou l'action de cast. Pour l'instant, on a vu ensemble que le take and play. Il est temps donc maintenant de voir l'action de cast. Et je vous dis à tout de suite. Donc, pour l'action de cast, avant le lancement de sort, il faut avoir au préalable préparé des sorts. Donc là, dans mon exemple, je vais me... Alors, j'ai pas de carte de sort, mais on va se préparer un petit sort, histoire d'essayer de couvrir un maximum de choses. Donc j'ai déjà mon petit sort que je m'étais mis ici, que j'avais pris tout à l'heure pendant l'exemple, qui est là. Donc je m'étais mis comme ça. J'avais utilisé un dé d'éclair et 2 de mana. Par exemple, on va prendre ce lien-ci, qui est un sort de lien, où on va mettre 2 montagnes obligatoires. Je triche avec les dés, bien évidemment. Et ici, on va dire que j'ai payé en acuité. Voilà, en mettant 4 acuités. On va dire que j'ai pris... Alors, vous voyez que déjà, en termes de dés, on est assez limité. Hein, on n'a que 6 dés, en tout cas avec ce personnage-là. Des personnages en ont plus, des personnages en ont moins. Mais il faut essayer d'utiliser au maximum son acuité 5 mana pour avoir un maximum de sorts à lancer. Ici, tiens, je vais prendre ce sort-là d'enchantement, parce que ça, vous allez voir à quoi ça sert juste après. Donc là, ça me coûte une montagne. Admettons que j'ai une montagne ici, voilà, une montagne, là, hop, que je mets là. Et ça m'a coûté 2 de mana, voilà, par exemple. Donc là, je suis dans une situation où j'optimise vraiment mon lancement, hein, où je suis vraiment au taquet. Et puis celle-là. Et puis celle-là. Alors celle-là, pour jouer celle-là, il me faudrait quoi? Pour jouer celle-là, alors admettons qu'on est dans cette situation-là. Là, j'ai réussi à mettre un dé en eau. Et j'ai eu assez de mana en stock, ou d'acuité, bref, pour pouvoir acheter ce qu'il y a ici. Voilà. Et je me retrouve donc dans cette situation-là. J'ai un dé ici d'éther qui malheureusement, du coup, ne permet pas d'acheter de sort. Moi, je n'ai plus de mana, je n'ai plus d'acuité, je ne peux plus rien faire. Donc à mon tour, j'essaie de lancer mon sort et advienne que pourra. Alors là, dans cette configuration-là, qu'est-ce qu'on fait quand on lance un sort? Déjà, on va résoudre les effets de lien, s'il y en a. Ensuite, on va calculer notre score de ruine, notre score de restauration. Après, on va appliquer les effets d'enchantement s'il y en a. Et après, on va déterminer le total de ruine et de restore. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ruine et restore, ça s'annule. Donc là, dans cette configuration-là, on va voir un petit peu ce qu'on a comme score. Donc déjà, on va calculer combien est-ce qu'on a de score de ruine ou de restauration. Là, ici, je me retrouve avec la ruine est égale à 1 par 4 dans ma zone. 1, 2, 3, 4. Donc cette carte, elle vaut 4. D'accord? Là, j'ai un lien qui fait un petit x2. Est-ce que j'ai envie de mettre sur mon 4 ici, ça fera donc 8 de restauration. Ou est-ce que j'ai envie de mettre mon lien ici, 8 de ruine, pardon, ou est-ce que j'ai envie de le mettre ici sur mon score de restauration pour faire un x2 sur ma restauration? Cette carte de restauration a une particularité, c'est que si jamais j'ai un éther qui traîne, qui est au moins un éther qui est actif ici, je vais pouvoir bénéficier de la valeur la plus forte, à savoir 8. Si jamais je n'avais pas eu mon dé d'éther ici et j'avais eu un dé autre, par exemple, hein, je ne pouvais pas bénéficier de cette valeur-là. Uniquement de la petite. Donc là, dans ce cas-là, c'est un cas assez intéressant que j'ai fait sans le faire exprès, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. D'accord?
Donc, naturellement, j'ai envie de dire, moi, je veux faire le plus gros score possible. Donc, mon lien, je vais du coup l'attribuer à toi ici, par exemple. C'est une première façon de faire avec cette combinaison-là. Donc là, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec 8, parce que j'ai mon déter ici. 8 fois 2, 16. D'accord? J'ai 16 de restauration, et j'ai 1, 2, 3, 4 de ruine. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que toute ma ruine, toute ma restauration va devenir de la ruine quand je lance ça. Là, je suis obligé de le faire, par contre. Hein, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire ça. Donc ça veut dire que mes 16, finalement, de restauration deviennent de la ruine. Donc 16 plus 1, 2, 3, 4, je me retrouve avec un score de 20 en ruine. À partir de là, je regarde ce que j'ai sur mon plateau de jeu. Et c'est à ce niveau-là que ça se passe. Si jamais sur mon plateau de jeu, je dispose encore de ruines ou de restauration. Alors ça se fait avant, pardon, ça se fait au moment où on calcule. C'est avant de faire l'enchantement, ça. En fait, tu vas calculer le nombre de dés qui te restent, parce que tu peux arriver dans des cas où il te reste des dés ici, tout simplement, des dés de feu, des dés éclairs, des dés d'eau et des dés de montagne. Et bien, tous les dés qui sont ici vont te compter comme de la ruine ou de la restauration. Si jamais tu as un dé de feu ici, ça te compte comme 1 de restauration, de ruine. Oh, je vais y arriver, de ruine. Par contre, après, à toi, si jamais tu veux sacrifier de l'acuité, tu peux le faire pour gagner du score à ce niveau-là. Et ainsi booster ton score de ruine ou de restauration si tu as envie, à ce niveau-là. Donc là, dans notre cas, nous n'avons rien ici, donc nous n'avons pas de choses à rajouter là. Donc là, j'ai dit que j'avais un score de 8 fois 2, 16. 4 ruines. Mes 16 de restauration se transforment en ruines, donc j'ai un score de 20 ruines. 20 ruines, ben on va voir ce que j'ai. 20 ruines, ben alors pour 20 ruines, je peux aller récupérer quoi? Au niveau des obstacles, celle-là fait 10, celle-là fait 14, 21. Dommage, je ne peux pas l'avoir. J'aurais eu assez d'acuité ici, ou un feu ou un éclair, j'aurais pu avoir le petit rune qui me manquait pour aller, du coup, récupérer celui-là à 21. 16, 12, 10. Et bien, je prends celle qui est le plus proche de mon score, à savoir celle-là. Je récupère ça, je le mets sur mon plateau de jeu. Je prends la carte. Et maintenant, je vais faire la différence entre ce que j'ai utilisé pour lancer mon sort, moins ce que la carte m'a demandé. Donc j'étais à 20, et là ça coûte 16. Il me reste 4. Il me reste 4 de ruines, et bien ces 4 de ruines, en fait, je vais les transformer ici pour 3 de ruines. Je gagne un jeton de pouvoir ici. Alors pas de pouvoir, un jeton de score. Et maintenant, ben, j'ai cette carte-là avec moi, et cette carte-là, à la fin de la partie, va m'apporter 8 points de victoire, mais surtout, maintenant, pour la partie, j'ai un saut vert et un autre saut jaune, qui va se combiner au saut jaune que j'ai déjà ici. Donc toutes les cartes qui sont conditionnées par des sauts jaunes et sauts verts, du coup, maintenant, vont être plus intéressantes pour moi. Donc là, c'est une façon de faire le sort. Il y avait aussi une autre possibilité avec cette combinaison. Pas tout à fait une autre possibilité. Mais un truc assez intéressant à faire. Mettons que je n'avais pas ça. J'avais anticipé le fait que je n'avais pas ça. Et je m'étais arrangé pour avoir un dé de chaos. On remarque que les dés d'éther et les dés de chaos ici ne comptent pas dans les valeurs des trucs à rajouter. Cette carte-là, je ne l'ai pas prise. Eh mais ça me... Eh non, ça chie mon calcul. Non, merde, ça chie mon calcul, dommage. Si. J'ai anticipé, j'ai été malin et j'ai réussi à faire quelque chose comme ça. Là, là on va normalement atteindre l'équilibrium. C'est très très dur à atteindre parce qu'il faut vraiment se faire des nœuds au cerveau pour y arriver. Là, je dispose d'une force de combien? On va calculer par rapport à notre schéma actuel. Celle-là, elle me donne autant de restauration que j'ai d'acuité. J'en ai pas, donc ça vaut 0. Celle-là me donne 1
de ruines par carte. 1, 2, 3, 4. J'ai 4 de ruines. J'ai toujours mon petit dé d'éther qui est ici, on n'oublie pas. Donc celle-là vaut 8 de ruines. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que plutôt que d'affecter mon x2 ici pour avoir 16, moins 4, 12 en restauration, et du coup ne pouvoir prendre aucune carte qui est ici, parce que la minimum c'est 13 que je vois ici, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, je vais affecter mon lien à mon sort de feu qui est ici, à mon sort de rune qui est ici. Et ainsi, dans ce cas-là, il se passe quoi? Je double le score de cette carte-là. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 4 fois 2, 8. Côté restauration, je suis toujours à 0 pour cette carte-là, parce que je n'ai pas d'acuité. Mais j'ai bien un token, j'ai bien mon dé d'éther qui est ici, et donc il me valide la partie forte de la carte. Et donc j'ai 8 contre 8. Ça veut dire que j'ai atteint l'équilibrium. Et en ayant atteint l'équilibrium, voilà ce qui se passe. Donc je suis entre 8 et 9 d'équilibrium. Ça veut dire que j'ai droit à une force de frappe de 16 en ruine ou de 21 en restauration. Et après, bah, moi, du coup, d'aller voir ce que je veux prendre. Soit 16 en ruine, celle-là, soit 21 en restauration, c'est celle-là, ou celle-là, peu importe, j'en fais ce que je veux. Et après, pareil, je fais mon reliquat par rapport à ce qui me reste et je peux éventuellement récupérer des tokens de score. Comme je suis sur cette ligne-là, je gagne, une fois que j'ai lancé mon bazar, je gagne un token d'acuité. Et je gagne surtout le Mistrune qui est ici, qui va me permettre de s'activer à mon tour de jeu. Et une fois qu'il est activé, je le ramène ici. Donc là, c'est changer un dé et le mettre sur sa face soit haut, soit montagne. Voilà. Donc l'équilibrium est quelque chose de très dur à faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pour arriver à le faire. À une carte près, tu peux ne plus avoir ton équilibrium, ce qui est très perturbant. C'est pour ça que rentre en compte éventuellement ce que tu peux avoir ici pour gagner soit de la ruine, soit de la restauration, ou des dés qui sont ici pour te permettre de gagner de la ruine ou de la restauration. Et ainsi, essayer d'atteindre l'équilibrium. Atteindre l'équilibrium, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Parce que ça te permet d'avoir une belle force de frappe. Après, tu peux te concentrer soit uniquement sur de la ruine, soit sur de la restauration pour avoir un score optimum. Une fois que tu as fait ton lancer de dés, on va faire du coup ton lancer de dés. Une fois que tu as fait tes sorts, on va reset notre jeu. C'est-à-dire que là, j'ai dit que j'étais à l'équilibrium, j'ai obtenu 21 en restauration, ce qui m'a permis de gagner cette carte-là, par exemple, voilà. Hop là. Donc j'ai gagné cette carte héroïque ici. Ça et ça arrive là. Et maintenant, je reset mon tableau. C'est-à-dire que je vais récupérer tous mes dés, je vais les remettre sur mon plateau personnage, qui m'ont servi. Je vais récupérer toute ma mana et la mettre sur mon plateau personnage. Donc là, j'en ai beaucoup trop, mais non, j'ai ce qu'il faut. Et je vais, par contre, remettre dans la réserve l'acuité. L'acuité ne se conserve pas d'un tour à l'autre. Tous mes sorts, je les prends. Et je les mets dans ma défausse ici. Enfin, dans ma pile de scoring. Parce qu'en fait, les sorts, en fonction de certaines arcanes, qui sont sur le côté ici, on rappelle ça, vont me permettre de scorer. Par exemple, la salamandre ici, si j'ai lancé une combinaison qui contient un sort qui contient à la fois un sort de feu, un sort de foudre, un sort de terre, je récupère la salamandre. À la fin de la partie, elle va me donner 2 points de victoire, plus 1 point de victoire pour chaque couple de cartes comportant un élément feu. Voilà. Donc là, dans mon cas là, ça n'a pas été le cas. Dans mon cas, j'ai lancé un sort avec 4 cartes, mais j'ai eau, montagne et éclair. Donc j'ai pas du tout de sort de feu, donc je ne peux pas la récupérer. De même que j'ai fait un score entre 16 de ruine ou 21 de restauration, pour récupérer le cheval magique, c'est 27-38 ou 38, je ne peux pas l'avoir. De même que pour récupérer l'espèce de phénix, il aurait fallu que j'ai un dé d'éther, c'était bien le cas dans mon jeu, mais 3 cartes qui ont besoin de l'éther pour être optimisées. Et là, du coup, j'en avais qu'une, je n'avais que celle-là. Voilà, donc je n'en avais pas d'autres, donc je ne peux pas prétendre à cette carte d'arcane-là. Sachant que les cartes d'arcane, tu ne peux en gagner qu'une par tour. Hein. Il est également à noter que tu peux en lancer un sort sans aller chercher forcément une carte héroïque ici, ça peut arriver. Hein.
tu es dans une situation où tu es bloqué parce que tu n'as plus de dés et tu as mal calculé, bah, tu peux lancer ton sort, pas dans le vide, parce que je rappelle que lorsqu'on lance un sort, en fonction de son résultat, tu vas quand même gagner un petit point pour chaque 3 de ruine ou chaque 4 de restauration. Voilà. Donc si tu lances un sort qui fait 8, et tu n'as rien qui fait 8, mais tu as quand même 8 en restauration, tu gagnes quand même 2 points de victoire, parce que tu as fait un score de 8, 4 fois de 8. Une façon de ne pas perdre tes sorts, et ce qui va te permettre de récupérer tes sorts. Donc une fois que tu as fait ça, et que tu as récupéré tout ce bazar, les dés sont relancés. Et c'est le seul moment où les dés sont relancés, c'est à partir du moment où tu lances un sort. Donc là, tu relances tous les dés que tu remets sur ta feuille de personnage. Même les dés qui n'ont pas été utilisés pour les sorts. Hein. Mon dé d'Aether qui était ici, bon, j'ai retourné sur Aether, mais du coup, il est aussi relancé. Tu relances vraiment tous les dés de ton pool de dés. On défausse l'acuité, on régène sa mana. Toutes nos altérations qui sont défaussées reviennent dans notre main. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de lancer un sort va réactiver complètement ta main, donc tu récupères toutes tes sorts d'altération. Et après, on récupère les arcanes, éventuellement, qui ont matché avec notre score, et notre truc d'héroïsme. Voilà. On ne peut récupérer, encore une fois, je l'ai dit, mais je le redis, qu'une seule carte héroïque par tour. C'est pas parce que tu as 2 cartes héroïques, je sais pas, qui te fait 12 et 10 ici, tu as 22 de ruine, c'est pas parce que tu fais un score de 22 que tu vas pouvoir choper les deux. Non, on en chope une seule par tour. Une fois que un joueur a atteint 5 cartes dans une partie à 2 joueurs, 4 cartes dans une partie à 3 joueurs, ou 3 cartes héroïques dans une partie à 4 joueurs, la partie s'arrête. Tous les autres joueurs peuvent lancer le sort préparé dans leur zone de sort. Voilà, si tu as un sort préparé ici, et que quelqu'un, quand tu joues à 2, et que l'autre joueur a 5 cartes, et que toi tu as un sort ici, tu peux le lancer, pour essayer d'avoir une dernière carte, ou essayer de récupérer quelques petits points de prestige en passant par là. Quand une carte héroïque a été prise, une fois que le tour est terminé, on fait un refuel, on remet une nouvelle carte, et dessus, on y remet un mana et une acuité. De même là, les sorts, j'ai oublié de les remettre. Normalement, en fait, quand tu lances un sort, tu es censé être comme ça. Ta zone de sort n'est pas censée être vide. Il est temps de passer tout simplement au calcul des points de victoire. Et puis on aura fait le tour des règles. A tout de suite. Alors, pour le calcul des points de victoire, je vais aller chercher des cartes un petit peu au hasard. Donc, une fois que la partie est finie, les sorts, on peut les remettre là. Voilà. Hop, on remélange ça. Et il est temps de passer maintenant aux points de victoire. Alors, pour les points de victoire, c'est assez simple, en fait. Déjà, on va faire la somme de toutes les cartes héroïques que l'on a gagnées. Donc là, moi, j'ai gagné 5 cartes héroïques. Hein. J'ai fait 8 et 12, 7 et 8 et 4. Voilà, donc j'ai 27, 31, 39 points de victoire avec mes cartes. Donc là, je suis à 39. Ensuite, on va compter les cartes arcanes que j'ai éventuellement gagnées. Admettons, j'ai gagné cette arcane-là, qui m'apporte 2 points de victoire, plus 1 point de victoire pour chaque couple de cartes feu que j'ai dans mes cartes sorts. Donc là, par exemple, j'ai 1, 2. Là, c'est une carte, elle compte à la fois feu et eau. Donc là, j'en ai 1, 2, 3. J'en ai que 3. Voilà, donc du coup, je ne gagne qu'un point de victoire parce que je n'ai pas réussi à en avoir 4. Donc je gagne. Elle est où ma carte feu? Attends. Elle est là, oui, c'est là. Donc je gagne, du coup, pour cette salamandre, je gagne 2 pour la salamandre et 1 point ici. Donc je suis à je ne sais plus combien, j'étais 40, on va dire. Là, je suis donc à 2 et 1, 3. Donc là, je suis à 43. Ensuite, je compte les points de prestige que j'ai sur moi. Donc là, j'ai 2 points de prestige, ça fait plus 2 points. Donc 43 et 2, 45. Et maintenant, on va compter les sauts. Pour compter les sauts, donc il y a 4 sauts. On va les repérer par couleur. Donc il y a des cartes héroïques qui n'ont pas de sauts. Mais celles-là, par exemple, on va commencer par les violets, par exemple. Les violets, j'ai 2 sauts violets. Sur ma carte, c'est un jaune, donc il ne compte pas dans les violets. Mais je vais regarder aussi toutes mes cartes altération, voir s'il y a des sauts violets. Là, j'ai un saut violet. Donc j'en avais 1, 2 pour les cartes héroïques. 1, 2, 3, 4,
celle-là non, celle-là non, ça c'est une de base, 4, celle-là non, et celle-là non. J'ai 4 sauts violets. Donc, à partir de 3 et plus, chaque saut compte pour un point. Donc j'ai 4 points parce que j'ai 4 sauts violets. Donc ça fait plus 4 sur mon score. Une fois qu'on a fait les sauts violets, ben on va faire, je sais pas moi, les sauts jaunes. Les sauts jaunes, j'en ai combien de sauts jaunes? J'en ai 1 sur ma feuille de personnage, 2, 3, 4, 5 sauts, donc 5 points pour les violets, pour les jaunes. Ensuite, on va faire les verts. Les verts, mes cartes théoriques m'en donnent une. Donc pour l'instant, j'ai pas de points, parce que j'en ai qu'un. Est-ce que j'en ai ici 2, 3. Donc 3 points. Et enfin, il y a les sauts bleus. Alors, on va voir les bleus, combien j'en ai. Les bleus, déjà, j'en ai pas dans mes cartes héroïques. Là, j'ai violet, jaune, vert, jaune. Ma feuille de personnage, j'en ai pas. Est-ce que j'ai des sauts bleus ici? J'en ai un. J'ai qu'un saut violet, donc un saut bleu, pardon, donc je ne gagne pas de points. Voilà. J'aurais gagné un point si j'en avais eu au moins 2. Enfin, si j'avais eu 2 sauts, je gagnais un point. Si j'avais plus que 2, je gagnais autant de points que je n'avais de sauts. Voilà, tout simplement. Et la partie s'arrête sur le joueur qui a le plus haut score. Donc là, je ne pourrais pas vous dire combien que j'ai exactement, parce que c'est pas très pertinent, très intéressant à compter. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour des règles pour ce jeu. Je ne pense pas enquiller tout de suite avec le mode solo, parce que la vidéo est déjà assez longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais débriefer avec vous en tête de visu, en visu de ma tête, peut-être n'importe quoi. Et on en reparle du coup tout de suite. Allez, à tout de suite. Et bon voilà. Oui, donc du coup, j'espère que cette vidéo a été assez claire. Ça a duré un petit peu longtemps, finalement. Je pensais que ça allait être plus rapide que ça. Mais il y a, du coup, dans le livre, dans le jeu, des icônes qui sont là pour vous rappeler un peu tout ça. Hein, donc, les types d'énergie, que ce soit la ruine, la restauration et le brouillard, enfin le mist, qui est du coup l'annulation des deux. Les ressources. Donc les ressources de type mana, de type acuité et de type D. Les différents sauts qui existent, les 4 sauts qui existent. Les différents types de sauts, de sorts. Ceux qui ont un icône bleu, ce sont les icônes d'enchantement qui permettent de convertir de la ruine en restauration et de la restauration en ruine. Les icônes de lien qui permettent d'être liés à des sorts pour augmenter leur puissance. Les différents effets d'altération qui sont ici avec les différents sauts. Voilà, avec les fameux petits loquets qui nous permettent de monter dans un sens, etc., etc. L'explication des différents icônes des altérations, prendre un composant qui est attaché à ce petit symbole-là, jouer 2 cartes, nombre de feux que vous possédez, par exemple, ça marche pour les autres, etc., etc. Les altérations des effets secondaires, à savoir récupérer une acuité, relancer les dés puis jouer une carte, défausser notre altération plus un acuité pour refaire une action de prendre, une action de take, et utiliser notre flot d'éther pour transformer un dé d'éther en un dé d'éléments, en fait, voilà. Eau, feu, terre, air, voilà, même le void, même le vide, tout simplement. Le chaos, enfin, je dis chaos, mais c'est vrai que c'est vide. Et à la fin, quelques exemples, ici de l'autre côté, de ce que font les cartes. Celle-là donne une valeur fixe de restauration, celle-là donne une valeur de ruine qui dépend de nos jetons d'acuité, etc., etc. Voilà. Et après, le petit symbole des cartes d'altération, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, le requirement, hein, le prérequis pour pouvoir jouer cette carte, l'action 1 et la suite de son action. Si on ne peut pas faire celle-là, celle-là on ne peut pas la faire, tout simplement. Quand il y a un ou, on choisit celle qu'on veut faire, voilà, bref, c'est bien fait. Et dans le livret de règles ici, vous avez à la fin l'explication des arcanes, avec ce qu'elles offrent comme bonus et sous quelles conditions. Et tout à la fin, vous avez les altérations encore expliquées ici avec des exemples plus détaillés, et ici les altérations de départ. Voilà. Pour savoir avec quoi on commence. Ce jeu me fait beaucoup penser à Century,
l'édition, le Golem, parce que c'est celle que j'ai à la maison, où on va récupérer des cartes, des gemmes, pour faire comboter tout ça, et après aller acheter des golems. Ça fait vraiment beaucoup penser à ça, mais en version plus complexe, parce que quand on démarre ce jeu, le premier tour de jeu, je peux vous garantir qu'on a le syndrome de « Ah là là, qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je dois faire ?» Voilà. Donc effectivement, je me rappelle avoir fait une partie en solo contre le mode Challenger, où en fait je n'ai pris aucune carte altération. J'ai fait que prendre des sorts avec mes dés en fait, parce que parce que ça matchait grosso modo, mais c'est vrai que je n'allais pas chercher les cartes altération. Je passais mon temps à prendre des cartes sorts. Mais vers la fin de la partie, ça m'a manqué, parce que je ne pouvais plus changer la valeur de mes dés en fait. Au bout d'un moment, les dés, quand ils sont lancés, et on ne peut les changer que par des altérations. Et j'avais pas assez de cartes altération pour aller moduler un lancer des foireux. Et du coup, je me suis retrouvé vraiment bloqué. Donc, au début de la partie, c'est tentant d'aller prendre que des sorts pour essayer de faire des sorts et rapidement prendre des points de victoire. Mais ne pas négliger les cartes altération, parce que c'est elles, finalement, qui sont vraiment le moteur du jeu et qui vont te permettre, par exemple, de transformer avec celle-là un feu en éclair, et après de piocher de l'acuité. Voilà. Bref, il y a plein de possibilités, plein de combos à faire en tous les sens. Avec ce jeu-là, tu peux piocher des cartes, tu peux en défausser pour gagner des actions, pour en prendre une autre. Il y a moyen vraiment de s'éclater. C'est un jeu donc qui est vraiment sympathique. Vous allez voir prochainement une partie solo avec le mode solo du jeu, donc qui s'appelle le mode Prodigy. Voilà, qui est ici. Donc on voit que la mise en place est légèrement différente. Hein. On a ici les cartes théoriques, mais là nous avons moins de cartes altération et moins de cartes sorts. Parce qu'en fait ça va finir par glisser et aller dans la défausse, et quand les cartes altération ici sont ou les cartes sorts, je sais plus, ce sont les cartes on nous dit de sortir un nombre de cartes particulier, hein. Non, c'est les cartes de sort, voilà. Il y a des cartes de sort qui ont un petit symbole, dessus, lorsque j'essaie de vous en montrer un. Par exemple celle-là. On devine ici, juste là, voilà, il y a un petit symbole ici de plus. Voilà. Et on nous dit en solo de les sortir. Ces cartes-là, il ne faut pas les mettre. Voilà, contrairement à celle-là, vous voyez la différence ici entre les deux. Je les mets vraiment côte à côte, et on voit le petit symbole qui est là, qui est très discret, mais qui est là. Voilà. Donc c'est pour ça que ce mode Prodigy, il est là pour vraiment effectivement nous apprendre le jeu, mais le setup est un petit peu compliqué, un petit peu long, il faut sortir les cartes et tout. Ça, c'est un petit peu longué. Le mode Challenger est quand même bien mieux, parce qu'en fait tu fais vraiment une mise en place classique en fait, voilà. Mais je vous présenterai quand même, je pense, les deux modes de jeu. Ça peut être intéressant d'avoir une vidéo sur le mode Prodigy, le mode solo, et une vidéo sur le mode Challenger, tout simplement. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça n'a pas été clair, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo. Donc si ça n'a pas été clair, n'hésitez pas à me le dire dans les vidéos. S'il y a des points de règle qui vous ont paru peu clairs, ce qui est forcément le cas, parce que ce n'est pas ma cam, encore une fois, de faire de la vidéo règle. Mais là, je ne pouvais pas commencer à jouer à des vidéos sur ce jeu sans en énoncer les concepts, dans le sens où c'est pas un jeu qui a beaucoup de visibilité française pour l'instant. On verra quand le jeu sera sorti, quand la notice aura été éditée en français par l'éditeur sur son site. Peut-être que ça changera, peut-être qu'il fera de la publicité, mais je doute qu'il soit localisé, parce que de toute façon, c'est uniquement à base d'icônes. Donc si localisation il y a, ça va être relativement simple à mettre en place, cela dit, hein, comme la notice sera déjà traduite. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. La souscription, le super merci. Encore une fois, ça fait très plaisir. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez à partir de quand vous regardez cette vidéo. Amusez-vous bien. Salut, bye bye.